Jean-Luc Mélenchon qui s'installe dans le rôle du troisième homme de la présidentielle, Yannick Jadot et Fabien Roussel qui lui décochent des flèches, et Valérie Pécresse qui reprend un peu des couleurs. C'est le sommaire du numéro 20 de la guerre du trône. On l'oublie, mais dans 27 jours, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Les candidats abattent donc leur dernière carte. Ainsi, samedi, Jean-Luc Mélenchon présentait le chiffrage de son programme, L'avenir en commun. Le circuit est bâti, si vous voulez, dans le sens suivant. Les dépenses, dans un premier temps, augmentent, mais génèrent des recettes. Tout ça, donc, ça représente un bond de 250 milliards. Nous avons un retour en recettes de cotisations sociales, évidemment, puisqu'il y a plus de gens qui travaillent, en impôt sur le revenu, évidemment, et de la TVA. L'approche est classique, c'est le modèle keynésien de la relance par la demande, un modèle qui était déjà celui de la gauche en 1981. Ce chiffrage va certainement être décortiqué ligne après ligne par les adversaires de Jean-Luc Mélenchon, car le candidat de l'Union populaire grimpe dans les sondages. En début de semaine, un institut le donnait en 3e position devant Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Ce bon sondage a cependant été contredit en fin de semaine. Compte tenu des marges d'erreur et des corrections apportées par les différents instituts, on peut considérer qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont dans un mouchoir de poche, autour de 12%. Sans doute est-ce la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon sent bien cette élection présidentielle. C'est du moins ce qu'il a déclaré au Journal du Dimanche dans son édition d'hier. La question est maintenant de savoir s'il peut ravir le rôle de challenger du président à Marine Le Pen. Pour le député des Bouches-du-Rhône, cela ne dépend que des électeurs de gauche. Je dis à chaque conscience de gauche progressiste, humaniste, chacun est personnellement responsable du résultat. Il ne faut pas se cacher derrière le blocage des chefs. En clair, ce sont les électeurs communistes qui détiennent les clés du second tour. Comment les séduire ? Jeudi soir, une partie d'entre eux était réunie au Cirque d'hiver à Paris pour écouter Fabien Roussel. Ma gauche, à moi, elle aime les ouvriers, elle aime les usines, elle aime le drapeau rouge et le drapeau tricolore. Ouais, ma France, à moi, elle chante l'Internationale et la Marseillaise. C'est Coco et Cocorico. Et hop là. Et pour mieux marquer ces différences, le candidat communiste a pris ses distances avec la mouvance wokiste qui travaille une partie de la gauche. Quand on est blanc, on n'est pas forcément raciste. Non, quand on travaille à Charlie Hebdo, on n'est pas islamophobe. Notre projet, c'est un projet d'émancipation humaine. C'est l'égalité des citoyens libérés de toute forme d'exploitation et de domination. C'est une république sociale, laïque, féministe, universaliste. Rétrospectivement, cette sortie éclaire les premiers mots du récent discours de Jean-Luc Mélenchon à Lyon le 6 mars. Je dédie le plus puissant rassemblement qui ait été vu dans ce pays depuis si longtemps de la gauche universaliste et humaniste à la lutte pour la paix. Une proclamation de foi qui ne peut que rassurer l'électorat communiste. L'universalisme redevient le ciment de la gauche sociale. Mais le climat est tout sauf serein entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon. Le candidat communiste est accusé par le site Mediapart d'avoir été, de 2009 à 2014, un collaborateur parlementaire fictif. Le parquet national financier vient d'ailleurs d'ouvrir une enquête sur cette affaire. Fabien Roussel attribue ses déboires à son rival insoumis. C'est vrai que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est derrière ces accusations contre vous de Mediapart. Ce que je sais, c'est qu'Edwy Plenel a appelé à voter pour Mélenchon, que c'est le directeur du journal qui a fait cette enquête sur mon dos. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez ? Donc vous faites un rapprochement entre les deux. Je savais bien que, en me présentant à cette élection présidentielle, qu'il y aurait une partie de balle-trappe qui serait ouverte. Tout n'est pas noir dans l'horizon du candidat communiste. Il a enregistré cette semaine le soutien du chanteur Bernard Lavilliers qui entame une tournée dans toute la France. Dans le quotidien La Marseillaise, l'artiste, qui fut souvent le compagnon de route du PC, a eu ces mots cruels pour Jean-Luc Mélenchon. Je trouve que Mélenchon s'en était mieux tiré aux dernières élections. C'est un grand orateur, mais je ne suis pas tout le temps d'accord avec lui, et en ce moment, encore moins. Je me sens plus proche de Fabien Roussel, qui porte un discours simple et plus en phase avec le réel. Si les relations ne sont pas bonnes entre Roussel et Mélenchon, elles sont carrément exécrables entre ce dernier et Yannick Jadot.
Déjà en désaccord sur les livraisons d'armes aux Ukrainiens, le candidat de l'Union populaire et l'écologiste divergent sur la nature des sanctions contre la Russie. Yannick Jadot est en effet favorable à l'arrêt des importations de gaz et de pétrole russe, comme il l'a rappelé samedi lors de la manifestation pour le climat à Paris. J'ai proposé de faire un embargo sur le gaz et le pétrole parce qu'il faut sortir de ces crimes de guerre abominables qui vont percuter toute l'Europe. Parce que le gaz et le pétrole russe, c'est 700 millions de dollars qui rentrent dans les caisses de Poutine pour alimenter sa guerre. Donc il faut couper l'alimentation de la guerre par le gaz et le pétrole. Et la France est un grand pays. L'Europe, c'est un continent extraordinaire. On peut mettre le paquet pour changer les chaudières. On peut mettre le paquet pour installer des énergies renouvelables. Ça sera un formidable projet de paix. Ce sera un formidable projet pour le climat. Ce sera un formidable projet pour le pouvoir d'achat et les entreprises dans notre pays. Le chef des Insoumis n'est pas de cet avis. Voici sa réponse dans le journal du dimanche. Le boycott du gaz et du pétrole est absurde. Nous, l'embargo, nous le paierions très cher. Ne soyons pas les dindons de la farce. Avec les socialistes, ça ne va pas mieux. On se croirait dans un épisode de Walking Dead, la série diffusée sur Netflix. Les morts s'y transforment en zombies qui n'ont d'autre préoccupation que de mordre les vivants. Un peu comme François Hollande ces jours-ci. Écoutez sa réponse lorsqu'on lui demande s'il pense que Mélenchon incarne le vote utile. Ce ne serait pas utile d'avoir un président qui sortirait de l'Alliance Atlantique. Ce ne serait pas utile d'avoir un président qui mettrait de part et d'autre de la table la Russie et les pays démocratiques. Ce ne serait pas utile d'avoir un président qui sortirait progressivement de l'Europe. À un moment, il faut avoir un président utile, pas simplement un vote. Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un choix pour gagner ? C'est ce que vous avez répondu ce matin. C'est pas un vote utile parce que non, mais c'est pas simplement parce qu'il ne peut pas gagner. C'est que c'est non seulement parce qu'il ne peut pas gagner, mais parce que ce qu'il propose me paraît extrêmement dangereux. Voilà pour l'ambiance à gauche. À droite, le moral remonte, même si les sondages ne suivent pas. Le débat qui a opposé Éric Zemmour à Valérie Pécresse jeudi soir sur LCI a rassuré les partisans de cette dernière. Piètre oratrice, elle reste une excellente débatteuse, comme lors de cet échange par exemple, un des rares à avoir été audible. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît, j'ai le droit aussi de m'exprimer. Mais je vous en prie, madame Pécresse. Les femmes ont le droit de s'exprimer. Oh, là, je l'attendais, celle-là. Bah, vous l'attendiez pourquoi ? Pourquoi l'attendiez-vous ? Parce que vous êtes tellement... Vous l'attendiez parce que vous avez dit tellement... Vous avez dit tellement d'horreur sur les femmes. Vous avez dit tellement d'horreur sur les femmes. Le souci, c'est que les débats télévisés risquent d'être rares. TF1 rassemble ce soir 8 candidats sur les 12 qui ont obtenu leur parrainage pour une série de monologues. Au passage, il faudra que TF1 nous explique pourquoi 4 candidats n'ont pas été invités. Il s'agit de Philippe Poutou, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud. Drôle de conception du débat démocratique. Emmanuel Macron devrait en revanche participer à cette soirée. La semaine passée, son équipe a mis en ligne son deuxième clip de campagne, une vidéo enregistrée le matin même de sa réunion avec ses soutiens à Poissy. Je pense que les erreurs, on les fait quand on pense qu'il n'y a plus de risque, qu'il n'y a plus d'erreurs à commettre. L'expérience, je parle d'expérience. C'est là où j'ai fait mes pires conneries. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est ça qu'il faut mettre dans la tête de tout le monde, je pense. Le grand risque, là, c'est que les gens pensent que ce soit fait. Les Françaises et les Français, mais même les soutiens, c'est ce que je vais leur dire. S'ils pensent que c'est fait, c'est qu'on a perdu. Fausse modestie ou véritable inquiétude, il reste 4 semaines pour le vérifier. D'ici là, comme la pandémie et la guerre nous l'ont appris, il peut se passer bien des choses. Si vous avez aimé cette chronique, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche. Vous pouvez également vous abonner sur notre site blast-info.fr et faire des dons. N'oubliez pas, votre soutien financier est le garant de notre indépendance éditoriale. À lundi pour un prochain numéro de La Guerre du Trône.